Bonjour et bienvenue. Cette session est consacrée au consensus de Washington. Le consensus de Washington, ce sont des politiques économiques néolibérales pratiquées par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à partir des années 1970. Il a marqué le développement des pays du Sud jusqu'à aujourd'hui. Dans cette session, nous aborderons premièrement le contexte dans lequel est né le consensus de Washington, deuxièmement en quoi il a consisté, et troisièmement ses conséquences sur le développement dans le monde. Pour stabiliser l'ordre monétaire international après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods sont signés en 1944. Deux institutions internationales sont alors créées, le Fonds monétaire international, ou le FMI, et la Banque mondiale, qui siègent tous deux à Washington. Leur rôle est d'organiser les activités de commerce et de flux de capitaux internationaux. Pendant les décennies 1960 et 1970, les gouvernements des pays riches vont s'efforcer de maintenir leurs excédents commerciaux pour préserver l'emploi et la croissance dans leur pays. En contrepartie, fort logiquement, on voit apparaître des déficits commerciaux dans les pays du Sud. Par exemple, le Mexique développe ses exportations d'hydrocarbures vers les États-Unis et importe en contrepartie des produits manufacturés. Les termes de l'échange sont donc globalement déséquilibrés. Le déficit commercial va devenir la source d'un endettement public important des pays du Sud. En 1945, les États-Unis étaient, avec la Suisse, le seul pays occidental exhibant un surplus commercial. Et jusque dans les années 70, les États-Unis resteront la principale puissance mondiale exportatrice. Ils fournissent le reste du monde, comme on dit, en beurre et en canon. La principale préoccupation de Washington, alors, est d'écouler son surplus commercial. D'où la mise en place du plan Marshall, y compris avec les pays responsables de la guerre, l'Allemagne, le Japon. Plan Marshall qui est une manière de ressusciter une demande solvable capable d'absorber l'excédent industriel nord-américain. Le dollar est alors la monnaie de référence des échanges internationaux. Le développement des pays industrialisés est rapide, notamment au Japon et en Allemagne, grâce au stimulus du plan Marshall, intelligemment mis en place par Washington, et s'accompagne d'une forte demande d'énergie. Mais la production de pétrole sur le sol américain est de plus en plus chère, car les puits de pétrole les plus anciens commencent à s'épuiser. Ces puits américains découverts dans les années 30 et qui avaient assuré la prospérité des États-Unis au cours des 30 Glorieuses ont atteint leur pic d'extraction dès 1970. La montée prévisible du prix de l'énergie et le fait que la balance commerciale des États-Unis soit désormais déficitaire depuis la fin des années 60 pousse le président Richard Nixon à mettre fin de manière unilatérale aux accords de Bretton Woods le 15 août 1971. La parité des devises contre le dollar n'est plus fixe, autrement dit, on entre dans un régime de taux de change flexible, et le lien entre la valeur du dollar et l'or est supprimé. La demande, par ailleurs, va s'essouffler dans les pays riches, frappés par les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, et les pays pauvres, du coup, vont accumuler déficits structurels et surendettement. Le consensus de Washington a voulu être une réponse à cette crise entamée dans les années 1970. C'est un programme économique rédigé à la fin des années 80 par l'économiste américain John Williamson, aidé de la Banque mondiale et du FMI. Il s'agit d'un programme de réforme adressé notamment aux gouvernements latino-américains qui sont alors considérés comme incapables de résoudre seuls les problèmes de leur dette publique. Au fond, c'est un guide de bonne conduite visant à faire redémarrer la croissance et éradiquer la pauvreté en Amérique latine et dans les autres pays en développement. Il est fondé sur des principes néolibéraux appliqués à tous les domaines de l'économie ou presque. Premièrement, la discipline budgétaire au motif que le déficit public serait source d'inflation et de déficits extérieurs. Deuxièmement, des privatisations pour réduire le déficit public et rendre les entreprises plus compétitives. Troisièmement, une dépense publique détournée des infrastructures au profit des aides à l'emploi et aux entreprises. Quatrièmement, la libéralisation des taux d'intérêt, des taux de change, du commerce, des investissements directs en provenance de l'étranger. Cinquièmement, la déréglementation, avec l'ouverture des frontières douanières au commerce international et au marché de capitaux. Concernant les relations internationales, le mot d'ordre du gouvernement américain est alors « trade, not aid », c'est-à-dire du commerce et non pas de l'aide. Le Fonds monétaire met en place une réglementation favorable au déploiement international des entreprises et des banques, bientôt relayée par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, créée à Genève en 1995. Les pays du Sud sont dès lors sommés de s'insérer dans le commerce mondial sans que leur endettement public ne soit restructuré. Ce nouveau cadre des relations internationales doit permettre de recycler les capitaux dans les économies nord-américaines et européennes, capitaux qui sont accumulés sous forme d'excédents commerciaux dans les économies asiatiques et en particulier en Chine,
en passe de devenir l'usine du monde. Donc comme vous le voyez, l'image a complètement changé entre celle des Trente Glorieuses et celle du monde post-1980. Au cours des Trente Glorieuses, le principal pays excédentaire, ce sont les États-Unis, et leur principal souci, c'est de trouver une demande capable d'absorber leur surplus industriel. À partir des années 80-90, c'est la Chine qui prend le rôle des États-Unis comme pays excédentaire. Son principal souci à elle est de trouver une demande solvable, capable d'absorber ses produits. Et le problème de l'Occident devient celui de recycler les capitaux accumulés par la Chine de manière que ceux-ci atterrissent à Wall Street ou à Londres. D'où le fait que la mobilité du capital devienne le mot d'ordre de l'Occident à partir des années 1980. Le bilan du consensus de Washington est très contrasté. Plusieurs pays d'Amérique latine ont certes réussi à faire baisser leur taux d'inflation en dessous de 10%, mais la croissance n'a pas suivi. Le chômage et la pauvreté ont explosé dans ces pays. Selon la Banque mondiale, il y avait en 1980 120 millions de pauvres en Amérique latine. Il y en a 220 millions 20 ans plus tard. Au fond, l'application dogmatique du consensus de Washington a empêché la reprise des économies par la demande. D'autre part, des politiques d'austérité ont été pratiquées dans ces pays alors que leur endettement extérieur était très lourd. Du coup, la dette extérieure de l'Amérique latine a doublé de 1991 à 2002. Les pays d'Asie et d'Europe de l'Est, eux, ont profité de la croissance du commerce intra-régional et n'ont pas suivi à la lettre les recommandations du consensus de Washington qui consistait à privatiser et à libéraliser tous azimuts. Ils ont au contraire privilégié la voie d'un secteur public fort pour amortir la crise financière, notamment celle de 1997-98. Ils ont pu continuer à développer leur industrie, ce qui n'a pas été possible pour les économies latino-américaines et africaines qui du coup ont connu une désindustrialisation prématurée. On voit sur ce tableau que la période du consensus de Washington a été propice à la délocalisation de l'industrie manufacturière des pays développés. Cette délocalisation a eu lieu principalement vers l'Asie, au détriment de l'Afrique subsaharienne et de l'Amérique latine. Au début des années 2000, les institutions internationales ont semblé opérer une sorte de revirement en faveur d'une plus grande régulation. En effet, face à la menace de stagnation séculaire consécutive à l'effondrement du système financier en 2008, les regards se sont tournés vers ces institutions pour apporter des réponses à la trappe déflationniste dans laquelle l'ensemble des pays occidentaux semblent devoir glisser. Or, le mandat du Fonds monétaire est de garantir la stabilité du système financier international, tandis que celui de la Banque mondiale est, je cite, de se consacrer au financement des projets de développement. L'Organisation mondiale du commerce a aussi un rôle important à jouer pour favoriser le co-développement. Mais dans le même temps, une politique dite de libéralisation compétitive est mise en place par plusieurs pays, dont les États-Unis, qui organisent en dehors de l'Organisation mondiale du commerce des accords de libre-échange et de libre circulation des capitaux, comme l'ALENA ou le TTIP. Du coup, la tendance globale actuelle reste celle d'une dérégulation du commerce international et des mouvements de capitaux, en dépit de l'absence d'éléments empiriques probants capables de prouver que cette politique a contribué à la croissance planétaire au cours des 30 dernières années. Dans ce contexte, le pouvoir des organisations internationales pour favoriser la prospérité, au nord comme au sud, reste très limité. Merci pour votre attention et à bientôt.